pensez d'un temps linéaire ou cyclique? Et la deuxième question, est-ce qu'il faut freiner la décadence ou être réactionnaire? Comme alors, c'était volable, il faut accélérer la décadence. Encore une fois, le linéaire, c'est la flèche du temps. Hein, c'est la grande perspective hegeliano-marxiste, soyons clairs. À l'opposé de cela, il y a le cercle nietzschéen. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Je suis confus de dire, parce que j'aime beaucoup Nietzsche personnellement, j'ai proposé une autre image et je vous la dis, la spirale. Et c'est ni la flèche du temps, ni le cercle, mais un processus spiralesque qui est en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on reprend des éléments pas exactement au même niveau. La grande perspective de la philosophie hegelienne, c'était Aufhebung, on va dépasser. Dépassement du dysfonctionnement, de la maladie, de la mort. Hein, c'est cette idée de dépassement qui continue à rester dans l'intelligentsia française. À l'opposé de ce dépassement, puisque j'ai cité Heidegger et voilà ma réponse, excusez-moi, je le dis en allemand et c'est difficile après de le traduire. Le terme allemand c'est Verwindung chez Heidegger. Ça veut dire, si on essaie de traduire ça, reprise, distorsion, guérison. Voilà les éléments qui est en jeu. C'est ça le tribalisme. C'est ça l'espace. C'est ça la communauté. C'est ça la tradition. Hein, cette accentuation dans l'espace. On reprend des éléments, on disait la tribu, je la tords, hein, ce n'est pas exactement le tribalisme tel que les ethnologues nous le montrent, et de mon point de vue, c'est ce qui peut amener la guérison du corps social. Je vous réponds, voilà un peu, hein, c'est cette reprise, et on tord l'affaire. Alors, la seconde partie de votre remarque, j'ai dit, moi, que je suis tout à fait conscient qu'il puisse falloir agir pour se faire. Ce n'est pas mon genre, vous l'avez compris, mais enfin, je le comprends fort bien. Mais au-delà ou en deçà du politique, quand il y a ces périodes de transition, il y a un processus de sédimentation. C'est-à-dire que ça met du temps à se sédimenter. Et l'expression, il y a une expression française et populaire fort juste, c'est le dernier grain qui fait que d'une certaine manière, le dernier grain de sel ou de sucre, qui fait que le verre d'eau est saturé. Sédimentation et saturation. Pour moi, la lente sédimentation se constitue à partir des années 50 du siècle dernier. Et que nous sommes proches de la saturation. J'ai écrit un livre qui s'appelle l'ère des soulèvements. Et dans l'ère des soulèvements, je montre qu'on n'est pas loin du dernier grain de sel ou de sucre. Je vous réponds, voilà un peu ma position. C'est-à-dire que, encore une fois, quand il y a ces mutations de fond, il y a une lente sédimentation. Et puis, à un moment donné, un prétexte, vous voyez, j'emprunte cela pour tout vous avouer à ce sociologue américain qui s'appelle Sorokin, et il donne cette image que je viens de dire, le verbe. Il a une autre image plus grivoise, mais non moins intéressante. Il dit, un beau matin, je ne supporte plus le nez au milieu de la figure de la personne avec laquelle je vis depuis 20 ans. Ce matin, elle a laissé traîner les feuilles de thé dans l'évier, divorce. Alors bien évidemment, ce ne sont pas les feuilles de thé dans l'évier qui entraînent ce divorce, mais n'importe quel prétexte qui fait qu'à un moment donné, il y a saturation. C'est mon hypothèse. Voilà. Une autre question, Adela. Oui, bonjour, merci monsieur le professeur pour cet exposé. Pour moi, c'était très très riche. Parce que, voilà. Mais ma question est surtout, c'est mon point de vue. Moi, je pense qu'on vit dans une période de transition, mais je pense qu'on va vers le monde spirituel. Voilà, parce qu'on est rentré dans l'ère du verso, l'ère spirituelle, et je sens qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent d'élever le niveau de conscience par la méditation et d'autres choses, et parallèlement, il y a le développement d'intelligence artificielle qui nous éloigne de l'être spirituel. Voilà, donc, que pensez-vous de ça? Merci. Oui, je vous remercie. Je vous prie de m'excuser, c'était pas aujourd'hui puisque je voulais donner les grandes lignes. Hein.
Mais en effet, je considère, et d'ailleurs un de mes livres s'appelle « La nostalgie du sacré ». Pour tout vous avouer, j'avais donné comme titre « Le retour du sacré ». C'est mon éditeur qui m'a imposé la nostalgie du sacré. Mais je considère, et mes 2 derniers livres sont là-dessus, sur le retour du sacré. Je l'ai un peu dit, n'est-ce pas, en disant que ce qui avait caractérisé la modernité, c'était le désenchantement du monde. Et qu'actuellement, il y avait, de mon point de vue, le réenchantement du monde, en particulier concernant ces jeunes générations. Et on voit bien comment, j'en sais rien, moi, le pèlerinage, les retraites dans les monastères, les grands rassemblements religieux sous ces diverses modulations. Oui, pour moi, il y a retour du sacré véritablement, vous voyez, qui est en jeu. Et curieusement, qui est en particulier en jeu grâce au développement technologique. Il se trouve qu'à titre personnel, je suis très intéressé, et c'est un de mes penseurs importants, par saint Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, théologien, philosophe, et sur Internet, j'ai trouvé une 40aine de groupes de jeunes travaillant sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Vous voyez, c'est amusant, c'est anecdotique, mais pour dire qu'il y a, dans le sens simple du terme, cette appétence, pour moi, du réenchantement du monde. Par rapport à la seconde partie de votre question, je donne un exemple historique. Au 3e, 4e siècle de notre ère, qui était, de mon point de vue, quelque chose de semblable à ce que nous vivons actuellement, décadence romaine. Il y avait 3 religions à mystère. Mithra, Orphée, le christianisme. Le christianisme était la religion des pauvres, des sans-grades, des soldats, et devait cesser. Et c'est Mithra ou Orphée qui devait triompher parce que c'était la religion des officiers, des puissants, etc. Et à ce moment-là, la petite église de Milan sécrète ce qui est devenu un dogme dans la tradition catholique, le dogme de la communion des saints. Qu'est-ce que c'était le dogme de la communion des saints? C'était que cette petite église de Milan était unie en esprit à Lugdunum, à Lutèce, à Narbonne, à Rome, et c'est parce qu'il y a eu cette liaison en pointillé, communion des saints, qu'il y a eu le triomphe du christianisme par opposition aux 2 autres religions à mystère où il y avait des équivalences. Pourquoi je donne ça? Parce que de mon point de vue, l'intelligence artificielle, la cyberculture, c'est la communion des saints postmoderne. C'est-à-dire quelque chose qui fait que d'une certaine manière, il y a actuellement une liaison. Je n'ai pas dit que tout était bien. J'ai dit souvent pour le meilleur et pour le pire. Mais il n'en reste pas moins, si vous voulez, qu'il y a cette espèce de communion. Voilà ma réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur de cette cyberculture. Il ne faut pas avoir peur, si vous voulez, de cette intelligence artificielle. On peut y voir, justement, une des manières de liaison en pointillé. C'est ça. Tout comme il y avait, ce que j'ai dit tout à l'heure, synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie. Et il se trouve que, voilà, pour moi, c'est, pour le dire bref, c'est les tribus et Internet. Les tribus et Internet. Et on voit bien comment, de diverses manières, c'est cette liaison qui me paraît être en jeu actuellement. Nous avons Martinez qui voudrait nous dire, poser des questions. Une question qui est double. Donc, je viens d'Algérie. Les 2 mots importants qui se disaient, qui habitaient l'Algérie, les Français. Parlez un peu plus. Pas très bien, un peu plus fort. Plus près, ou plus près. Ce qui habitait l'Algérie des Français, c'était la valise ou le cercueil. C'était trop puissant, n'est-ce pas? Alors moi, je me suis dit, moi je ne suis pas raciste, moi je crois. Et je pense que je suis contre aussi une guerre civile, parce qu'on se dirige peu à peu vers une guerre civile. Je n'ai pas entendu. Vous entendez? Pas trop bien, mais je suis un peu sourd, il faut m'excuser. Oui, je peux parler fort. Alors parlez plus fort parce que j'entends mal. Voilà, là j'arrive à parler fort. Là c'est bien. J'ai réfléchi à ce problème, et moi aussi je me suis dit, pourquoi pas créer 2 mots puissants? Le mot? 2 mots. Comme eux, ils ont créé la valise ou le cercueil. Oui. Moi, j'ai trouvé la valise ou la conversion. Ou la conversion. Oui. Oui. Ce qui fait que ça c'est pas raciste, oui. Premièrement. Et deuxièmement, ça permettrait de réduire la guerre civile. Et je sais que beaucoup d'Algériens, que je connais en France, parce que j'ai beaucoup vécu avec, et ils veulent rester en France.
Mais ce qu'il y a, ils sont tenus par cette secte criminelle qui fait qu'ils ont peur de bouger. Mais si on lançait des mots forts, comme eux, ils ont su lancer, ça permettrait de réduire la quantité de ces personnes qui voudraient rester en France. Parce que, autrement, comme je vous disais, on risque d'aller vers une guerre civile. Oui, oui, ça et les puissances, oui, oui. Bon, moi, la guerre civile, j'en suis pas persuadé, mais disons que j'ai dit affoulement, j'ai dit soulèvement, j'ai dit etc. Et même quand je me laisse un peu aller, je considère que le sang va couler. Donc, d'une certaine manière, sans que ce soit forcément tout à fait une guerre civile. J'ai dit le mot que je redis, jacquerie. La jacquerie, c'était au Moyen-Âge, quand justement il n'y avait plus un accord entre le seigneur et le peuple. Et actuellement, c'est bien évidemment ce qui est en jeu. Alors, bon, moi je ne connais pas l'Algérie, mais ce que je peux dire, et c'est un mot que je n'ai pas signalé, et c'est d'une certaine manière ma réponse, j'ai un peu parlé de la tradition. Alors vous dites conversion, mais pour moi c'est la tradition. Et l'oxymore que je propose et que je livre à votre réflexion, c'est un oxymore, puisque c'était ma thèse d'État dans les années 70, c'est l'enracinement dynamique. Hein? La plante humaine, tout d'un coup, se souvient que comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Et de mon point de vue, il y a ce retour des racines. Alors, je dis, c'est un oxymore, hein, enracinement dynamique, parce que la racine, c'est ce qui nous met en un lieu, territoire. Dynamique, ce qui nous pousse avant. Mais en grec, le mot dynamique, dynamis, c'est la force. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est le retour des racines qui va donner une force à la société. Voilà ma réponse. Hein, vous voyez, cet idée d'enracinement dynamique. Merci. Que on va donner la parole au maximum de personnes. Notre ami provençal de Marseille, Jean-Luc Gosse. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question, en fait, j'en aurais deux, sur l'intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle. Oui. C'est des données statistiques, et tant qu'elle est dans la diffusion du savoir qu'elle a accumulé, c'est purement statistique, les réponses. C'est purement statistique. D'accord? Ce sont des statistiques, des probabilités, qui, en fonction de la question, font remonter les données qu'elle a acquises. Ma question là-dessus est que, là, par l'utilisation à travers le savoir, on apprend à la machine à, on va dire, synthétiser les prises de décision en fonction des données qu'elle génère. Des données qu'elle génère, d'accord? Ma problématique à moi, c'est comme dans tout ce que vous avez énuméré, dans un premier temps, cette technologie va servir l'homme, et l'homme va servir la machine, parce qu'elle va lui apprendre à digérer et à analyser les comportements de l'homme par rapport à ces données. La deuxième question que j'ai, vous avez exprimé une idée purement intellectuelle. Pardon? Vous avez exprimé une idée purement intellectuelle que je partage, et je vous en remercie. Ma problématique à moi est que dans la société actuelle, je ne conçois nos idées et la finalité de ce que vous avez exprimé comme son pendant, comme le revers de la médaille, le glaive. Et là, moi, je n'ai pas peur d'une guerre civile. Parce que je pense qu'on ne peut pas arriver au raisonnement que vous développez sans, à un moment donné, constater que cette République, à travers sa Constitution... Que cette quoi? République, à travers le fait que notre société a été scindée, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, les ruraux, d'accord? Et toutes les distinctions sociales qui ont été faites, elle a cassé une certaine homogénéité de la population. Donc pour refaire lien, clan, ou vous l'appelez comme vous voulez, il va falloir à un moment donné, d'accord, arriver à se fédérer, à se faire confiance et surtout dépasser le câble du schéma purement intellectuel pour affirmer, y compris physiquement, ce que nous sommes et ce que nous voulons être dans l'avenir. Merci. Oui, soyons clairs. Moi, vous avez compris ma position, je l'ai dit, hein, savant et politique. Moi, sur la longue durée, je me suis tenu à cette perspective du savant. Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas très honorable. Je n'ai jamais voté de ma vie. Je n'ai pas de carte d'électeur. Oui, j'ai fait exprès. Et chaque fois que je suis invité
par tel président ou tel député, je dis ce que je viens de dire, vous voyez, etc. Mais ce n'est pas honorable ce que je viens de dire, mais il s'est trouvé que cela a été dit et je le maintiens. Voilà. Mais parce que je maintiens cette idée du savant et du politique. Alors, par rapport à vos deux remarques, oui, moi je pense que ce que j'appelle la société officieuse va être constituée de toute une série de ces petits groupes, ligues, tribus, peu importe le terme, hein, groupe, peu importe, et que c'est cela qui est en train de se développer, oui. Et d'une certaine manière, c'est parce qu'il y aura accumulation de ces ligues, de ces tribus, qu'il y aura une mutation, hein, transmutation. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la sédimentation, et ce qui aboutit à la saturation. Pour moi, on est proche de la saturation de la société officielle. Voilà, c'est tout. Quelle forme ça va prendre, j'en sais rien. Et je ne suis pas prophète à cet égard pour dire quelle forme cela va prendre. Mais en tout cas, on voit bien de diverses manières la multiplicité de ces soulèvements en font état, traduisent cela. Et de mon point de vue, ces soulèvements vont se multiplier. Alors, par rapport à la première, moi, sur la longue durée, tout au début d'ailleurs, à l'époque, c'était le Minitel, quand j'étais jeune. J'étais à l'époque à Strasbourg et j'avais quelques chercheurs sous ma direction dans l'institut que je dirigeais. Et par rapport au Minitel, on s'était rendu... Le Minitel, vous voyez ce que c'était? C'était quelque chose qui était pour les militaires. Pardon, c'était les militaires, hein. C'était quelque chose qui était encore une fois une institution officielle. Voilà. Et que, à côté, écoutez ce que je vais dire, c'est amusant, à côté de cette institution officielle, il y avait, grâce au Minitel, des échangismes sexuels, hein, les groupes, hein, des communautés, des machins, des choses, etc. Et là, j'avais proposé, non pas un concept, que j'ai dit que j'aime pas les concepts, mais une métaphore en disant, on ruse. Et c'est la ruse qui me paraît importante par rapport à l'intelligence artificielle. Tout comme il y a eu la ruse par rapport au Minitel à l'époque, actuellement, il y a de la ruse par rapport, encore une fois, à la verticalité de l'intelligence artificielle. On va faire avec. Et je considère, ça c'est une de mes grandes idées concernant la dimension populaire qui m'est chère, c'est qu'il y a une forme de résistance qui n'est pas simplement frontale, mais qui va se faire à partir de ces ruses multiples. Je me fais bien comprendre. Voilà un peu, je dis bien ruse, résistance. Et que de fait, quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, on voit toujours qu'il y a quelque chose, je vais ruser avec le système. Et que c'est cela qui aboutit à une forme de résistance. Voilà ma réponse. Vous voyez, c'est-à-dire que je sais bien ce que peut avoir de contraignant l'aspect officiel de l'intelligence artificielle. Je peux dire que, d'une certaine manière, et je le vois moi au travers des jeunes générations que je continue à voir, qui vont ruser avec cela. Et que ces ruses multiples, c'est une forme de résistance pouvant aboutir au changement civilisationnel qui, de mon point de vue, est en jeu actuellement. Alors, merci. Henri Ménadier, on va essayer de synthétiser les questions. Rapidement, je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Empire indien, l'Empire chinois n'ont pas eu cette période de modernité? N'ont pas quoi? N'ont pas connu la période du 19e. Ah, Ils sont passés directement à ce que vous avez dit ultérieurement. Ben, c'est-à-dire que je considère que l'Europe et la France fut le laboratoire de la modernité. Je rappelle que, vous voyez, il y a un livre que je n'ai pas cité de Thomas Kuhn, qui est un historien américain qui s'appelle « Structure des révolutions scientifiques ». Et il montre que jusqu'au XVIe siècle, il y avait une équivalence entre l'Europe et l'Extrême-Orient, hein, la poudre à canon, l'imprimerie, etc. Et qu'à ce moment-là, il y a, pour reprendre son expression en anglais, un gap, un différentiel, qui fait que l'Europe va suivre le développement exponentiel que l'on sait et la Chine va rester au même niveau. Et il montre d'ailleurs que si elle a suivi ce développement exponentiel, c'est parce que justement, elle a mis l'accent, il le dit en latin, la via recta de la raison, la voie droite de la raison. Et qu'elle a laissé sur le bord de la route, encore en latin, toute une série d'impedimenta inutiles, des bagages
qui alourdissaient la marche, c'est-à-dire le jeu, le rêve, le festif, etc. Le ludique, le festif, l'onirique. Bien. Alors, pourquoi je dis cela? C'est parce que c'est ce qui a constitué l'occidentalisation du monde, jusqu'au XIXe siècle, hein, au travers la baïonnette des soldats, la Bible des missionnaires et les cales des marchands. On voit bien comment, au travers de ces trois éléments, il y a eu cette occidentalisation du monde. Le 19e, je passe les détails, en sont l'expression. De mon point de vue, il y a actuellement une orientalisation du monde. C'est-à-dire qu'à bien des égards, Orient, pas forcément géographiquement repérable. Des Orients mythiques, qui fait que ça peut être en effet le Brésil et la Corée, pour moi. Mais que c'est là qu'il y a le laboratoire de la postmodernité. Voilà ce que je peux dire. C'est là qu'il y a le laboratoire de la postmodernité. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas l'individualisme qui va prévaloir, c'est la communauté, c'est le petit groupe. Ce n'est pas le simple rationalisme qui va prévaloir, mais ce que j'ai appelé, moi, la raison sensible, l'esprit et le corps, et que ce n'est pas simplement demain, on rasera gratis, mais ce que j'appelle l'instant éternel. L'instant éternel, c'est non pas une éternité qu'on va atteindre un peu plus tard, mais c'est l'instant qui est une forme d'éternité. Voilà ma réponse. Hein? Orient mythique, Orient mythique. Hein? C'est pas de moi, hein? Cette expression, elle est de Gilbert Durand et d'Henri Corbin. Hein? Je tiens à rendre à César ce qui lui revient. Donc c'est eux qui emploient l'expression Orient mythique. Bonjour, Olivier, merci. Vous avez parlé de cerveau reptilien. De cerveau reptilien, oui. Là, on parle des Chinois. Chaque race, entre guillemets, a un fonctionnement différent du cerveau. Et vous avez parlé du culturel qui influençait l'individualisme. Du culturel. L'individualisme naissait du culturel au 19e. Là, les Européens, ils en sont au stade néocortex. C'est-à-dire que leur bonheur, ils l'atteignent par eux-mêmes, donc ils sont individualistes. Par rapport aux limbiques, par exemple, les Chinois, c'est un groupe qui trouve leur bonheur. Vous ne pensez pas que le biologique dépasse le culturel? De quoi de? Le biologique dépasse le culturel? Non, quand je dis cerveau reptilien, moi je ne suis pas un scientifique, je tiens à le préciser. Hein. Je voulais dire par là ce qui est instinctif. C'est-à-dire, encore une fois, ce que l'on vit sans vouloir le penser, véritablement. J'ai rappelé que ce qui avait été la grande marque de l'Europe moderne, de la modernité, hein, c'est le rationalisme. Hein. J'ai bien dit que le rationalisme n'était qu'une accentuation d'un paramètre humain, la raison. Hein. Moi, pour les gens de mon âge, on nous apprenait cette idée de rationalité entre la main et le fruit, le bâton. Voilà la rationalité. Hein, voilà. C'est quand cette rationalité est devenue rationalisme qu'on a évacué les autres paramètres. L'instinct, le corps. Et je ne l'ai pas dit aujourd'hui, pour ma part, le terme n'est pas très heureux, mais je rends attentif au fait qu'à l'opposé du rationalisme, qui est un morceau, c'est le corporéisme qui va prévaloir. Le corps en son entier. Hein, le corps où il y a la raison, les sens, etc. Et un de mes livres s'appelle « Éloge de la raison sensible », en montrant cette liaison-là. Pourquoi dis-je cela? J'ai cité saint Thomas d'Aquin. « Niles in intellectu quod non fiut prius in sensu ». Saint Thomas d'Aquin. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Voilà. Et ça, c'est une belle formule, qui, pour moi, traduit cet Orient mythique. C'est-à-dire que, pas simplement un morceau, le cerveau, mais cette espèce de conception holistique, le corps en son entier. Voilà, de mon point de vue, ce qui est en gestation actuellement. Alors, je dis raison sensible, en m'inspirant de saint Thomas d'Aquin. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui va montrer la liaison qui existe véritablement entre le corps et l'esprit. Et de mon point de vue, c'est cela qui est en gestation, c'est ces jeunes générations. Ils ne vont pas faire l'abstraction de la raison, ils vont la compléter. Le terme que je n'ai pas dit, conception holistique, holos, globalité, en son entièreté. C'est pas un mot français, entièreté, c'est une belgitude. Mais c'est un terme que j'aime beaucoup, entièreté. Et donc, dans le fond, l'entièreté, c'est la conjonction que je viens ici d'indiquer. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, on avait évacué l'instinct. C'est pour ça que je disais cerveau reptilien.
On pensait que le bon cerveau, on avait évacué l'inceste, ce fut, soyons clairs, hein, j'ai bien dit, il n'y a pas lieu de cracher dans la soupe, hein, c'est ce qui a constitué la modernité, ce rationalisme. Il se trouve que maintenant, il y a une conception beaucoup plus holistique. Voilà mon sentiment. Merci. Nous avons Christophe qui veut poser une question. Oui. Votre état de tribu, ça m'inquiète un peu parce que... Ça vous inquiète, oui. Oui, parce que des tribus sans territoire, imbriquées les unes dans les autres, est-ce que c'est pas aussi un retour au Moyen-Âge ou à l'état de nature, mettons, chez les Indiens d'Amérique ou des peuples autochtones qui passaient leur temps à se faire la guerre? Est-ce que cette vision tribale, c'est pas la guerre permanente en fait entre elles? S'il n'y a plus un ciment commun. Enfin, bon, c'est une question spontanée. Non, mais bien évidemment, j'ai bien dit que toutes les questions se posent, hein, que de mon point de vue, c'est ce qui constitue notre manière vraie de penser. Voilà. Écoutez, justement, dans ce qui est mon dernier livre, Apologie, hein, qui est une autobiographie intellectuelle, je termine en disant que nous allons rentrer, et pour moi c'est pas chagrinant, dans un nouveau Moyen-Âge. Je dois vous avouer que je vais poursuivre et un de mes prochains essais sera sur le nouveau Moyen-Âge. C'est pas infamant le Moyen-Âge. C'est-à-dire que depuis Michelet, vous êtes historien, depuis Michelet, le 19e siècle, le Moyen-Âge c'est l'obscurantisme. C'est pas bien, c'est caca. Et tout simple, alors que la structure médiévale était une structure de solidarité, d'entraide. Hein, vous voyez, d'éléments de cet ordre. Mais la modernité a évacué en gros les processus d'interaction qui étaient constitutifs du Moyen-Âge. Voilà. Et de mon point de vue, je dois vous avouer que ce qui me paraît être en jeu, c'est ce retour du Moyen-Âge. Enfin, j'ai bien dit tout à l'heure, pas au même niveau. Hein, c'est ça ma spirale, hein, quelque chose qui fait qu'on va voir revenir pas exactement au même niveau, ce que dans notre progressisme bené, notre progressisme dangereux, on avait cru dépasser. Hein, j'ai dit que la conception hegelienne a fait beau. Dépassement. Là, au contraire, il n'y a pas exactement au même niveau le retour de quelque chose qu'on avait cru dépasser. Et d'une certaine manière, encore une fois, il y a dans ce nouveau Moyen-Âge en gestation quelque chose qui peut donner une autre manière d'être ensemble. Alors cela veut dire la chose suivante. On n'est plus... Enfin, pour moi, ce qui va constituer la modernité. Ce n'est plus dans cette conception qui est la nôtre, hein, que j'ai dit depuis tout à l'heure, on a sucé avec le lait maternel la dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. Et on a été formé dans cette conception dialectique qui, je le rappelle, est le fondement même de l'idéologie marxiste. Il ne faut pas l'oublier. Et de fait, il y a une marxisation des esprits qui continue à penser qu'il y a cette possibilité d'arriver à la synthèse. À l'opposé de cette logique, il y a une logique, excusez-moi l'expression, une logique que l'on appelle contradictorielle. La logique contradictorielle, ça veut dire qu'on ne va pas dépasser l'antithèse en synthèse, mais qu'on va garder l'antithèse en tant que telle. Un penseur du XIVe, Nicolas de Cuse, cardinal de son état, disait « coincidentia oppositorum », la coïncidence des choses opposées. Et pour moi, c'est ce qui est en jeu actuellement. On ne va pas dépasser, mais il y a ce contradictoriel, un contraire qui n'est pas dépassé en synthèse. L'image que je donne pour bien me faire comprendre. La voûte de la cathédrale gothique repose sur la tension des pierres les unes sur les autres, et que c'est la tension qui assure le maintien de la voûte. Et pour moi, c'est ce qui est en jeu. Il ne faut pas avoir peur de la tension. Oui, il va y avoir des conflits. Oui, ça va saigner. Mais il n'en reste pas moins que c'est ainsi que peut se constituer une manière d'être ensemble. Non pas une manière d'être ensemble, encore une fois, qui repose sur le dépassement, hein, la synthèse, mais au contraire sur la coïncidence des choses opposées. Et que, voilà, c'est pas facile à dire ce que je dis. Mais c'est pour ça que j'ai dit souvent, ce que nous vivons actuellement,
C'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Donc il faut bien sûr voir le pire. Moi, je ne vais pas vous dire que les tribus, il y a des quantités de tribus qui m'insupportent. Je ne les nommerai pas ici. Hein, mais il y a des quantités de tribus qui sont là, bien évidemment. Il n'en reste pas moins qu'il faut tenir compte de cela qui est en gestation. Ce n'est plus dans le dépassement, en fait beau, hein, mais dans le contradictoriel. Et après, à bien des égards, cette conjonction des choses opposées a pu donner des grandes civilisations. Mon hypothèse, c'est que ça donnera une grande civilisation. Professeur, l'individualisme est une caractéristique. Voilà. L'individualisme, depuis le 19e siècle, c'est ce qui caractérise les Européens au sens large, ce qu'on appelle l'Occident. Ne pensez-vous pas que l'introduction massive de populations allogènes dont le comportement tribal, justement, le tribalisme est resté très prégnant, est-ce que ce n'est pas à l'origine, justement, d'une réaction en chaîne et d'une réintroduction de comportements tribaux chez les Européens? Oui, bien sûr. Non, mais je n'ai pas trop envie de répondre à cette question. Merci. Non, parce que je dirais trop de bêtises. Mais je vous les dirai en privé peut-être. Mais dans le fond, oui, je considère que, je l'ai incidemment indiqué, il y a des tribus qui sont des tribus dangereuses. Hein? Joseph de Maistre, que j'ai cité au début, disait « Le dieu des Mahométans est une divinité des razzias ». Vous avez compris ce que je veux dire? Oui.